Donc, aujourd'hui, on va parler, comme je disais, des 5 compétences que tu dois avoir quand tu aspires à développer une activité, que tu sois déjà en activité ou que tu prévois te lancer dans une activité chaque année, ou en tout cas chaque début d'année, ou même chaque mois. Ce sont des choses que tu dois apprendre à développer. Ok, tu n'es pas, souvent vous allez entendre que on va dire aux gens, tu ne dois pas tout faire, mais il faut savoir faire l'essentiel. Et un des essentiels que tu dois en tant que chef d'entreprise, parce que quand tu gères une activité, même si ce n'est pas une activité entre guillemets au sens d'entreprise, mais tu es quand même chef d'entreprise de ton activité. Une des choses que tu dois savoir faire ou que tu dois véritablement, excusez-moi, je crois que il est tombé ce téléphone. Une des choses que tu dois apprendre véritablement à faire, right, ce sont ces 5 clés-là. Si tu gagnes la bataille de comprendre et d'appliquer ces 5 points que je vais te donner ici, tu vas te rendre compte qu'au niveau de ton activité en 2025, tu auras des résultats. On a dit que ça, c'est notre année de résultats. Donc, ici, en 2025, tu dois avoir des résultats. By fire, by force, tu dois progresser, ok? Tu dois avoir des résultats et tu dois progresser. C'est clair, net et non négociable. Donc, je vais commencer avec la compétence numéro 1 que tu dois vraiment acquérir, que tu dois vraiment... Donnez-moi un instant. Je vais commencer avec la compétence numéro 1 que tu dois vraiment acquérir. La compétence numéro 1 que tu dois acquérir, c'est la capacité de planifier. Écoute-moi, quelqu'un a dit que quand tu planifies, tu t'évites des piètres performances. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat pour moi? Oui. L'une des clés du succès, d'accord, réside dans cette compétence qui s'appelle la planification. Et je me suis rendu compte que plus tu passes du temps à planifier, plus tes résultats sont meilleurs. Plus tu passes de temps à planifier ton travail, plus tu passes moins de temps à faire ce travail. Plus tu passes du temps à planifier, mieux tu comprends ce que tu es en train de faire. Donc, une des compétences que tu dois apprendre à développer, écoute-moi, avant d'entrer en 2025. Et là, même moi, en tant que chef d'entreprise, je suis obligée de me plier à ça, right? Ça veut dire que je ne peux pas commencer mon année 2025 sans pouvoir avoir ce que moi j'aime beaucoup appeler un plan de match. Tu ne peux pas commencer ton... Vous savez, je vais vous prendre un exemple, par exemple, du foot. Vous voyez, un match de football ne peut pas commencer si on n'a pas affiché, ok, la planification. Vous voyez, souvent, on affiche souvent les joueurs d'avance. Donc, il y a comme un plan de match où on va mettre, où on sait qui est le gardien, qui va occuper chaque poste. Pourquoi? Parce que c'est un travail de planification qui a eu lieu. Vous allez voir, en général, tout match de football, on va toujours mettre la liste des joueurs et on va toujours afficher un écran où chaque joueur a un poste. Pourquoi? Parce qu'on va montrer la planification, d'accord, que le coach a fait de ce qui va se passer sur le terrain. Donc, ton année 2025, tu ne peux pas entrer sur ce terrain-là et gagner le match si tu ne sais pas quels sont déjà les joueurs que tu vas mettre à chaque poste. En réalité, c'est ça. C'est que tu dois travailler à planifier. Pourquoi est-ce que je planifie? Parce que j'ai besoin de savoir justement qui va jouer à chaque poste pour que je puisse gagner ce match. Donc, mon année 2025 ne peut pas commencer sans que je me pose la question de savoir quels sont les joueurs qui vont entrer dans ce stade pour mener cette bataille ou pour jouer, pour gagner ce match, right? Bon, je pense que nous là. Papa Richard, je vais comprendre ce qu'on va dire parce que tu es l'homme, tu es le king. Donc, voilà. Donc, en fait, juste pour revenir, la planification, c'est quelque chose, je suis désolée, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs veulent avoir des résultats, mais très peu passent un temps qualitatif, écoute-moi, à planifier. Si tu es chef d'entreprise ici, il faut que tu saches que les 20% de tâches qui te donnent 80% de résultats, dans ces 20% de tâches, coucou Fabiola, comment vas-tu? Dans les 20% de tâches que tu dois intégrer du chef d'entreprise que tu es, même si tu as une activité, comme j'ai dit, tu es chef d'entreprise de cette activité-là. Donc, quand je dis entreprise, ça veut dire activité, ça veut dire petit business. Tout ce que tu veux mettre dedans, j'appelle ça entreprise parce que c'est ton entreprise en fait. Ou bien c'est ça qui deviendra cette entreprise, ainsi de suite. Une des tâches, personne ne le fera pour toi. Donc, tu as vraiment intérêt à le faire. C'est apprendre à planifier. Tu dois apprendre à planifier. Maintenant, je vais te donner 3 choses que tu dois impérativement planifier pour toi-même. Ok, peut-être on verra plus tard pour ton entreprise. La première chose qui te concerne toi-même,
que tu dois apprendre à planifier. Numéro un, c'est ton temps. What? Numéro un, c'est ton temps. Pourquoi? Parce que quand tu es chef d'entreprise, si tu n'apprends pas à planifier ton temps sur une année, ça veut dire tu dois avoir des périodes où tu sais que ce sont des mois ou des saisons, d'accord, dans lesquelles tu vas négocier certains résultats. Ou en tout cas, tes résultats de l'année dépendent de ces saisons, de ces périodes. Tu dois les connaître et tu dois planifier et organiser et planifier ton temps. Ça c'est la base. Tu dois planifier ton temps, d'accord? La deuxième chose que tu dois apprendre à planifier en tant que chef d'entreprise, ce sont tes ressources. Écoute, même si tu es seul dans ton activité, moi j'apprends ça aux jeunes entrepreneurs que j'encadre. Planifie-moi tes ressources, même si tu es l'unique personne. Vous savez, ça c'est souvent comment je veux dire ça? Ça c'est souvent une très grande faiblesse. Parfois, les gens disent non, c'est parce que je n'ai pas de personne. Non, c'est pas parce que tu n'as pas toujours de personne. C'est parce que tu n'as pas de clarté sur ce que la personne doit faire que parfois tu te dis, oh, c'est un grand travail, j'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Et parce que je n'ai pas quelqu'un pour le faire, je laisse cette tâche-là alors que c'est une tâche peut-être à haut rendement pour mon activité. Tous les postes de ton entreprise ou bien tous les besoins de ton entreprise en termes de ressources, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des compétences. Coucou, euh, Successful Lady. Coucou, maman Cécile. Donc, toutes ces compétences-là, tu dois apprendre à les planifier. D'accord? Ça veut dire que mon année 2025, quand mon année 2025 commence, je ne suis pas juste en train de deviner que j'aurai besoin d'un graphiste. Je ne suis pas juste en train de deviner que j'aurai besoin d'un monteur vidéo. Je ne suis pas juste en train de deviner. Pourquoi? Parce que j'ai eu une planification à l'avance. Donc, je dois planifier mes ressources. D'accord? Tu dois planifier tes ressources. Pourquoi, même si tu es seul, je t'assure que quand tu planifies tes ressources, tu sauras aller chercher les capacités et les compétences pour que ce poste-là soit pourvu, même quand tu es seul. La troisième des choses que je veux que tu apprennes à planifier, ok, ce sont tes actions. Et j'entends ici par action, d'accord, les grands, tes 20-80, ça veut dire que dans une année, toutes les actions que tu vas poser, dans toutes les actions que tu vas poser, tu sais déjà qu'il y a 20% des actions, écoute-moi, qui te rapportent toujours 80% des résultats. Et indépendamment de comment est-ce que tu commences, tu vas te rendre compte qu'au fil des années, ces actions-là évoluent. D'accord? C'est pour ça que tu dois pouvoir faire un peu une analyse de ton activité pour savoir quels sont les 20% d'actions. OK? Parfois, tu auras un produit qui performe sur le décembre. Parfois, tu auras peut-être une formation qui performe entre juin et juillet ou bien en début d'année. Indépendamment de ce que tu proposes, tu dois savoir, OK, planifier ces actions-là. Tu dois savoir me dire, OK, quel est le moment de l'année, par exemple, où je fais le plus de ventes et qu'est-ce que je dois faire spécifiquement pour accroître mes ventes? Parce que ce sont des périodes où tu peux doubler, tu peux tripler, tu peux quadrupler tes ventes. Donc, si tu ne planifies pas les actions, si tu ne te dis pas, OK, sur cette période de l'année, je peux faire, par exemple, une masterclass. Si tu ne te dis pas, sur cette période de l'année, je peux faire un challenge. Si tu ne te dis pas, sur cette période de l'année, je peux faire un bootcamp ou autre, tu vas te retrouver en train de devoir être un peu à l'arrache, en train de te dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis devant un truc. Non. Ton année se planifie, ok? Et pour ceux qui utilisent les calendriers éditoriaux, c'est encore beaucoup plus facile. Moi, je te recommande d'utiliser un calendrier éditorial. Prends un calendrier. Est-ce que j'ai un calendrier devant moi? J'allais vous montrer. Achète-toi un calendrier ou alors fais-le de façon virtuelle comme tu veux. Mets tous les mois de l'année ou prends le journal de préparation de l'année. Il est où? Je ne l'ai pas à côté de moi, j'allais vous montrer. Prends le journal de préparation de l'année, d'accord? Et sur le journal de préparation de l'année, tu as un tableau dedans où tu as les 12 mois de l'année. C'est ce tableau-là, s'il te plaît. Prends-moi le temps de remplir. Fais cette planification que je te dis là. Planifie tes ressources, planifie tes actions. Planifie-moi ton temps. Ça, c'est le travail de base. Le travail de base que tu dois... Le minimum. Ici, je te donne le minimum. Parce que il y a beaucoup d'autres choses, ok, que je dois te donner. Mais on va voir ça après. Ça, c'est la base. Planifie ton temps. Une année où tu veux réussir, tu dois planifier ton temps. Tu connais tes différentes tâches, d'accord? Et spécifiquement ici dans le cadre d'une entreprise, je parle de ton entreprise. Tu dois savoir quel est le temps que je veux allouer chaque mois, chaque semaine à mon entreprise. Je veux travailler peut-être 15 heures parce que j'ai une activité de côté. Je vais travailler 10 heures. Bloque-moi ces temps-là, premièrement.
Voilà, merci maman Cécile. Maman s'est dit que c'est un gain de temps. Deuxièmement, ok, de quoi est-ce que tu as besoin? Mais de quoi est-ce que, quelles sont les ressources dont tu as besoin? Et troisièmement, quelles sont les actions que tu vas poser ou inversement, tu peux mettre les actions et après les ressources, c'est encore plus logique. Si tu me mets ces trois choses-là, même quand tu es seul, ici je parle beaucoup aux personnes parce que la plupart des personnes que j'encadre ne sont pas encore au niveau, elles peuvent salarier des personnes. Donc je vais me concentrer sur les personnes qui gèrent leur activité toutes seules. Tu es seul, tu gères ton activité, l'année est en train de commencer. Tu me prends un calendrier, tu me prends un journal de préparation, whatever you want. Tu fais cet exercice, d'accord? Ça veut dire sur le mois de janvier, je vais allouer 6 heures de temps, je vais allouer 10 heures de temps. Sur ce mois de janvier-là, je vais poser 3 actions, ok? Et voici les ressources dont j'ai besoin. Ça, c'est la planification basique que je suis en train de faire avec toi. Tu dois avoir cette planification-là. De un, ça va t'imposer de te demander qu'est-ce que je dois faire cette année pour avoir les résultats que je veux. Parce que tu ne peux pas planifier, d'accord, quelque chose que tu ne cherches pas. C'est parce que tu te dis, ok, je veux doubler mes clients, je veux doubler mon chiffre d'affaires, je veux peut-être gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros. Que ça va te faire cet exercice de planification-là. Donc, c'est une compétence. En tant que chef d'entreprise, tu ne peux pas jouer avec la planification. Tu es obligé de te demander, d'accord? C'est comme je dis là, un terrain de foot. Tu es obligé de te demander quel est le meilleur joueur qui peut jouer quel est le bon joueur qui peut jouer qui peut jouer de la meilleure façon au bon poste pour que mon année réussisse. Donc, en termes d'action, tu ne peux pas inventer des actions juste en milieu d'année. Certes, quand tu vas évoluer, ok, à un moment donné, il y aura des actions que tu vas, en fait, qui vont induire d'autres actions. Ça arrive. Mais tu dois avoir des actions de base. Tu dois avoir un socle avant que ton année ne commence. Où tu te dis que cette année-ci, voici 2 événements sur lesquels je vais travailler avec diligence. Voici 2 événements que je vais préparer, d'accord, sur les 5 premiers mois de l'année. Donc, même quand tu fais des choses, tu sais que tu as tes 2, 3 événements qui sont des rendez-vous sur cette année-là. Ceux-là, tu dois les planifier. Ça fait partie de ton 80-20. Tu es obligé de les planifier. Tu es obligé d'avoir une stratégie pour ça. Tu es obligé, d'accord, de mettre des ressources en place, même quand tu es seul. Si tu commences à faire les choses tôt, tu vas te rendre compte que la ressource, même en réalité, au départ, c'est pas un problème quand tu as la compétence, ok? Donc, compétence numéro 1, apprends à planifier. Planifie dans ces 3 domaines-là. Ton activité, tu me la planifies dans ces 3 domaines-là. Tu es seul, je t'assure que tu auras de meilleurs résultats que de commencer l'année juste en devinant ce que tu vas faire. Le point numéro 2 que je vais voir avec toi, tu dois apprendre, d'accord, la compétence numéro 2 que tu as, tu dois t'organiser. Est-ce que quelqu'un peut mettre organisation dans ce chat? Oui. La compétence numéro 2 que tu dois activer, c'est l'organisation. Écoutez-moi, beaucoup de personnes ont des challenges en matière d'organisation. Et même moi, quand je commençais, j'avais tous les problèmes en matière d'organisation. Pourquoi? Parce que souvent, tu vas te rendre compte que tu es submergé avec le nombre de choses qu'il y a à faire quand tu débutes. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir une organisation. Tu es obligé, merci Aïcha, comment vas-tu? Tu es obligé d'avoir une organisation. Maintenant, je vais t'aider parce que souvent quand on parle d'organisation, ok, on met beaucoup de choses dans l'organisation et au final, on se perd un peu. Tu sais, quand tu veux t'organiser de façon efficace et efficiente, il y a une question que tu dois toujours te poser. C'est quelle est la tâche indispensable que si je fais, ça couvre 80% de ce que je dois faire. Dans toutes les activités, regarde, il y a toujours une tâche. Et ici, si tu es un jeune entrepreneur, je vais te dire, la vente fait partie de tes 20-80. Ça, c'est clair et net. Ça veut dire que tu dois t'organiser pour vendre chaque jour. Est-ce que j'ai des entrepreneurs ici qui comprennent ce que je dis? Il n'y a pas un jour, si tu es entrepreneur, regarde, la vente te représente comme un commerçant qui a une boutique et qui ouvre sa boutique. Quand tu es un entrepreneur et tu ne vends pas régulièrement, en fait, ta boutique est fermée et tu te plains que tu ne fais pas de vente. Et beaucoup, parfois, quand ils viennent te voir, ils attendent que tu leur donnes un peu comme une recette. Il n'y a pas de recette. Il y a le fait que tu dois comprendre qu'en tant que jeune entrepreneur, si je n'ouvre pas ma boutique, les clients ne sauront pas que j'ai un produit. La deuxième des choses que les gens font souvent, c'est qu'ils ont honte de vendre, ils ont peur de vendre. Et je me pose la question, si tu as honte de vendre, tu veux que qui vienne acheter les produits de quelqu'un qui a honte de vendre ses propres produits? Tu es la première personne
qui doit vendre ton produit à d'autres personnes. Quelqu'un a dit que quand tu sais que, quand tu sais que tu as une belle femme, c'est toi qui la présentes à tout le monde. Oui. Quand tu sais que tu as un bon produit là, tu dois en parler de multiples façons. Ok, maintenant, j'ai pas le temps ici de te montrer les stratégies, toutes les stratégies, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et il y en a, pour moi en tout cas, qui marchent beaucoup plus vite que d'autres. Donc, si cette stratégie-là t'intéresse, regarde, écris-moi ici. J'ai dit aujourd'hui que, en commençant ce live, que j'ai à cœur ici d'aider au moins 4 personnes ce mois-ci. D'accord? Si tu as une entreprise qui est en difficulté, contacte-moi. Écris. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre mon WhatsApp Mila. Contactez-moi. D'accord? Ce mois-ci spécialement, je vais prendre au moins 4 jeunes entrepreneurs où je vais pouvoir regarder votre activité. Voilà, Fabiola a dit la honte, c'est mon lot. Écoute-moi. Quand on vend, vous savez, je vais vous dire quelque chose. On est tous des commerçants. Et ça va aider plusieurs personnes. Parfois on dit, ah, moi je n'aime pas vendre, ça me fait honte de vendre. Est-ce que tu sais que même à ton patron, tu vends ton temps? Personne ne te paye pour rien. Si quelqu'un te paye, c'est parce que tu as vendu quelque chose. Donc, si tu as honte de vendre ton propre produit et tu n'as pas honte de vendre ton temps à ton employeur, j'ai envie de dire, mais pourquoi tu as honte de vendre ton propre produit? Ton employeur est fier d'acheter ton temps parce que tu lui rends service, parce que tu le bénis, parce que le travail que tu fais permet à son entreprise d'évoluer, parce qu'il a des résultats, sinon il t'aurait viré depuis. Donc, quelqu'un achète ce que tu proposes et est en train d'évoluer avec, et toi, maintenant, tu refuses de vendre tes propres produits. Ça, c'est la première des choses. Et il faut savoir que quand vous vendez, ok, ça ne ment pas. Quand vous avez honte, le client va ressentir que vous n'êtes pas confiant. Et personne ne va acheter le produit de quelqu'un qui se demande, est-ce que je veux vendre ce produit? Tu sais, si tu vas, par exemple, au marché, et puis tu vois une vendeuse de tomates, par exemple, tu lui demandes, ah, c'est combien ton produit? Et puis, tu vois, elle est en train de tourner, elle ne sait pas si elle veut te vendre, tu ne sais pas vraiment si elle est enthousiaste à te vendre. Toi-même, si celle qui est à côté là, si elle est un peu violente, elle est un peu agressive là, tu vas voir, la cliente va juste continuer, elle va l'acheter à côté. Quand on vend un produit, écoute-moi, tu dois être la première. Si ton produit est bien fait, si tu as travaillé sérieusement, d'accord, à mettre un bon produit sur le marché, dis-toi que la personne qui achète ne te fait pas une faveur. Elle a besoin de ton service. Donc, tu dois être fier de lui vendre cette compétence-là parce que tu es en train de lui permettre de progresser. Ok? Donc, tu n'as pas à avoir honte. Pourquoi? Si elle n'apprend pas, regarde, quand elle vient te voir, c'est parce qu'elle a un besoin. Sinon, elle ne serait jamais venue te voir. Et même si elle ne vient pas te voir, ce n'est pas parce qu'elle ne vient pas te voir qu'elle n'a pas ce besoin-là. Parce que, je prends un exemple, quand on achète du savon, right? C'est parce qu'on a besoin on en a besoin. Donc, même si on a plusieurs choix, mais on a un besoin d'abord. Donc, il faut que tu saches que quand tu es en train de proposer un produit, tu es en train de résoudre un problème. Je veux que dans nos têtes, on retire cette mentalité de je suis commerçante seulement. Non, je résous un problème, même si je suis une commerçante, même si je suis un entrepreneur, d'accord? Mais je suis quelqu'un qui est là pour solutionner un problème. Vois-toi aujourd'hui, pas juste comme la personne qui fatigue les gens avec ton produit, mais vois-toi comme une solution. Vois-toi comme quelqu'un, ok, qui apporte une solution à d'autres personnes. Tu n'as pas à avoir honte de vendre parce que le fait que la personne n'achète pas chez toi, elle achète chez quelqu'un d'autre, ok? La honte que tu as là, quelqu'un achète et toi-même tu achètes ce produit-là chez quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Sois fier de ton produit. Tu sais, aujourd'hui, j'ai jamais vu Amazon avoir honte de ce qu'ils vendent, right? Si Amazon avait honte, c'est que personne n'ira acheter. Donc, sois fier de ce que tu vends. Maintenant, pour que la honte disparaisse, vends un produit qualitatif, vends un produit que toi-même tu as testé, vends un produit sur lequel toi-même tu sais que c'est un produit qualitatif. Et c'est correct. Right? Les railleries, les moqueries, écoute, laisse ça à ceux qui ont le temps pour ça. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui se moque de toi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore commencé à faire ce que tu essayes de faire. Parce que quelqu'un qui fait ce que tu essayes de faire va t'encourager. Il ne va pas il va pas te faire plonger. Même s'il voit que tu fais mal, il va te dire, tu peux faire ça comme ça, comme ça. Je pense que si tu fais ça comme ça, tu auras plus de résultats. Donc, les moqueries, là, ça ne rajoute pas l'argent dans ton compte bancaire. Les moqueries ne te font pas évoluer. Laisse ceux qui ont le temps pour ça. Toi, cherche des personnes qui sont prêtes à mettre le cash dans ton activité et avance. Vraiment, je le dis parce que j'ai beaucoup de mamans qui souffrent de ce problème-là. J'ai honte. J'ai honte d'ouvrir ma caméra. J'ai honte de qu'en dira-t-on.
La personne qui va dire ce qu'elle va dire là, c'est pas elle qui paye tes factures. Hein? Celle qui a dit beaucoup là, il faut lui dire que si elle a tellement à dire sur ce que tu as fait, qu'elle vienne acheter tes produits. Parce que parfois, c'est même pas ta cliente. Tu te soucies pour quelqu'un qui n'est même pas ta cliente. Pour quelqu'un qui n'a jamais acheté tes produits. Pour... C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Dis-lui, hey, il y a d'autres personnes qui en ont besoin. De toute façon, tout le monde n'est pas ton client. D'accord? Donc, ça pose aussi un problème de savoir redéfinir qui est ton client. Qui est mon client idéal? Qui est-ce que je recherche? Si tu trouves ce client, tu résous ce problème. Écoute, ne cherche pas à faire l'unanimité, cherche à résoudre un problème. C'est tout. Cherche le client que tu dois aider. Le reste, ça n'existe pas. D'accord? Fais comme la tortue qui n'a pas de, qui est soute là. Avance. Et le reste, c'est pas important. Quand tu vas commencer à développer ton activité, la même personne qui se moquait de toi va venir te demander comment est-ce que tu fais. Comment est-ce que tu as fait pour être à ce niveau. Sauf qu'elle aura perdu 10 ans. Et toi, tu auras déjà avancé. Donc, c'est pas important, ce genre de choses. Donc, ensuite, je parlais de l'organisation. Et une organisation annuelle. D'accord? S'il te plaît. Et une organisation annuelle. Première des choses. Et une organisation annuelle. Ça veut dire que sur une année, définis, ok, des grandes lignes de comment est-ce que tu vas t'organiser cette année-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une des choses annuellement que tu vas décider de faire, c'est par exemple, dans ton organisation annuelle, c'est par exemple de prévoir que chaque semaine, tu auras une réunion d'équipe tel jour. Ça, c'est la base. C'est peut-être de prévoir que comment on dit, chaque mois, ok, tu auras peut-être une rencontre d'équipe. Ça, c'est important. Donc, tu dois avoir une organisation en place qui te permet de pouvoir mettre ces actions-là sur pied de façon concrète. Parce que c'est bien d'écrire, je veux faire ça, ça, ça. Mais c'est bien de les organiser. C'est bien de les réaliser. Et pour ça, tu as besoin d'une organisation. Donc, commence à organiser ton année. Commence à organiser tes mois. Mais surtout ici, je vais m'attarder au niveau des semaines. Parce que c'est souvent au niveau des semaines qu'on perd pied. D'accord? Quand c'est pour écrire nos objectifs annuels, on est très bon. Quand c'est pour écrire nos objectifs mensuels, on est très bon. Mais c'est quand c'est pour les exécuter chaque jour que là, tout se gâte. Et pourquoi les choses se gâtent? Parce que quand on a fini d'écrire nos objectifs annuels, souvent, on ne va pas les consulter. Prends au moins une fois par mois, s'il te plaît, le temps d'aller regarder qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Ça, c'est la base. La deuxième chose que je veux voir avec toi, right, c'est s'il te plaît, chaque semaine, pour beaucoup ici, vous avez déjà entendu parler des 120 jours, s'il te plaît, va planifier, va m'organiser ta semaine. Va mettre les actions que tu as bien planifiées là. Mets-les dans chaque semaine, s'il te plaît. Organise-les dans chaque semaine. Mets-toi des bonnes habitudes. Et une réunion d'équipe. Ça, c'est moi, je vais te recommander. Au niveau hebdomadaire, chaque semaine commence chez moi par une réunion d'équipe. Si je n'ai pas une réunion d'équipe avec mes équipes, j'ai une réunion d'équipe avec moi-même. Je suis obligée de tenir ma réunion d'équipe. Que vous soyez présent ou absent, parfois quand tu es jeune entrepreneur, d'accord, tu vas travailler avec quelqu'un, la personne va te dire, ah, aujourd'hui, peut-être mon enfant est tombé malade, je dois me retrouver à l'hôpital. Je te déconseille de replanifier une réunion sans... Prends ce temps-là et fais ta propre réunion toi-même, d'accord? Ça veut dire, tu es la personne qui est en charge de gérer cette activité-là. Prends le temps et redescends les points que vous étiez censés voir ensemble, d'accord? Et le temps d'avoir un mini débriefing au début de chaque semaine, je t'en supplie. Ça va beaucoup t'aider. Si au début de chaque semaine, tu commences ta semaine en te demandant qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine? Qu'est-ce que dans ma planification annuelle, hebdomadaire, j'ai mis que je dois accomplir cette semaine? Tu fais une réunion d'équipe si tu as des équipes. Même si tu n'as pas des équipes, tu me fais une réunion. Dans cette réunion, ça va te permettre de définir les grands points, ok, de ce que tu vas couvrir cette semaine-là. 2, ça va te permettre d'avoir des idées claires par rapport aux actions, ok, ou en tout cas à ce que tu dois pouvoir avoir comme ressources en début de semaine, avant la fin de la semaine, en général le vendredi. Et de 3, ça va te permettre de gagner en organisation. Ça veut dire que tu vas te focaliser sur ce qui est important. Et une réunion de calibrage.
Tu es jeune entrepreneur, tu as une activité, je t'assure, je vois beaucoup de gens faire ça. Ils commencent une semaine sans avoir une réunion. C'est no way. Tu ne peux pas t'organiser, d'accord? Si tu ne peux pas avoir des... J'ai envie de dire, si tu ne peux pas rediscuter de ce que tu as à faire. Tu ne peux pas organiser le travail des équipes. Si, coucou maman Evelyne, tu ne peux pas organiser le travail de tes équipes, d'accord? Voilà. Maman Cécile dit que 120 jours te permet de le faire facilement. Merci maman Cécile. Ça, c'est vraiment, si vous avez les 120 jours, vraiment, utilisez-les. D'accord? J'en ai parlé, pas parlé. Je crois qu'on va organiser une masterclass pour cette fin d'année pour les mamans, spécialement de la CBIS. D'accord? Et vraiment, on aura le temps de beaucoup reparler de ça. Je vais vraiment vous montrer des techniques. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses qui m'ont vraiment aidé, surtout en matière d'organisation, parce que ça fait partie de la bataille. Plus tu t'organises, plus tu peux remporter des victoires. Plus tu t'organises, plus tu peux accomplir de grandes choses. Donc vraiment, si je reviens sur cette clé en fin de cette année, c'est parce que je sais que c'est une grande bataille pour nous. D'accord? Et là, je suis vraiment en train de vous donner de façon pratique comment est-ce que vous devez vous organiser chaque mois, chaque année. Chaque mois, ton mois doit commencer en allant regarder ton bilan du mois précédent et tes objectifs annuels. Moi, en commençant mon mois de novembre, une des premières choses que j'ai fait, j'ai pris mon journal de préparation, j'ai regardé tout ce que j'avais noté, ok, sur mon mois d'octobre. J'ai vu que sur mon mois d'octobre, il y avait des choses que j'avais faites, il y avait des choses que j'avais prévu faire et que je n'ai pas fait. Donc, j'ai replanifié certaines choses, ok, sur le mois de novembre. Mais je me suis rassurée que sur le mois d'octobre, mon 20% était fait. Ça veut dire que sur le mois d'octobre, même si j'ai une liste longitudinale de 500 choses à faire, il faut que les 20% qui me donne 80% de mes résultats que je recherche sur ce mois soient faits. Ça, c'est ton challenge. Donc, ça veut dire que quand tu sors les 20% que tu veux faire, qui doivent te donner les 80% de résultats, dans tes semaines, chaque semaine, on doit retrouver cet objectif-là. Chaque semaine, quand tu fais ta réunion de calibrage, tu sais que c'est pour atteindre mon objectif qui est de faire ça. Parfois, c'est juste écrire un livre. Parfois, mon objectif, tu vois, c'est je dois finir l'écriture de ce livre-là. Donc, chaque fois que je vais revenir le lundi, je vais me demander, est-ce que je suis en ligne? Est-ce que ça va être, est-ce que je vais boucler mon objectif? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois supprimer pour pouvoir atteindre cet objectif-là? OK. Et comme j'ai dit, un autre point que vous allez avoir qui va revenir régulièrement, c'est la vente. Vous n'avez pas d'autre choix quand vous êtes entrepreneur. Vous devez vendre chaque jour. Vous devez vendre tout le temps. Donc, un des points qui va revenir régulièrement sur votre liste hebdomadaire, ce sont vos actions de vente. Right? Un entrepreneur vend en moyenne 7 fois par jour. 7 actions de vente que tu dois poser, 7 à 8. Si tu ne sais pas ça, je t'informe que si tu n'as pas encore commencé à poser au moins 7 ou 8 actions de vente, c'est pour ça peut-être que tu ne fais pas encore assez de ventes. OK? Et quand je dis vente, ce n'est pas toujours allumer sa caméra. Il y a diverses façons de vendre. Il y a des multitudes de façons de vendre. Et en fonction de celle qui est la plus performante pour toi, ou bien celle dans laquelle tu excelles le plus, ou celle qui est le plus en adéquation aussi avec ta clientèle cible, tu dois pouvoir comprendre, analyser ça. Et parfois, ça va te demander de tester un peu, ok? Mais quoi qu'il en soit, ça doit faire partie de tes habitudes organisationnelles chaque semaine. Ça veut dire quelles sont les actions de vente que je dois poser. Ou en tout cas, comment est-ce que je dois améliorer mes ventes? Ça, c'est... Un entrepreneur se pose toujours cette question. Et la question numéro 2, c'est comment dois être plus productif. Guess what? Ça, si ça manque dans ta trame hebdomadaire en tant que chef d'entreprise, je peux te dire qu'il y a un problème. Ça, ce sont des questions qui doivent toujours revenir. Je dis bien toujours revenir dans tes sujets de meeting, de réunion. Un non négociable. OK? Donc, la deuxième habitude dont je parlais, c'était l'organisation. Habitude numéro 3, 2025, tu vas avoir des résultats. Écoute-moi. Ça, pour les jeunes entrepreneurs que j'ai ici, je vais un peu nuancer, ok? Je dois apprendre à déléguer judicieusement. Je vais mettre le thème judicieusement. Parce que parfois, tu n'as pas la marge pour déléguer certaines choses quand tu débutes. Mais pourquoi est-ce que je mets judicieusement? Parce que tu as toujours la possibilité de te faire aider. Je me suis rendu compte qu'avec le temps que même quand tu démarres et que tu es seul, tu as la possibilité de se faire aider. C'est juste que parfois, on ne sait pas capitaliser sur l'aide disponible. OK? Ça veut dire qu'on attend toujours la personne qui va arriver et puis faire de grosses choses. Non. Parfois, ça peut être une de tes sœurs. Parfois, ça peut être une de tes copines.
Regarde dans ton entourage, dans les tâches qui ne sont pas, en fait, que tu peux déléguer. Maintenant, je vais t'expliquer comment on délègue une tâche. Il y a dans chaque activité 80% de tâches qui rapportent 20% des résultats. Ça veut dire que ce sont des tâches beaucoup comme ça là. Mais en réalité, ça ne produit pas, ça n'a pas un grand rendement sur ton activité. Ce genre de tâches-là, tu dois chercher une amie. Tu dois chercher une connaissance avec qui tu t'entends bien. Tu dois chercher quelqu'un, en tout cas de ton entourage, qui sera disposé, d'accord, sans avoir des compétences particulières à t'aider sur ce genre de tâches-là. Et je t'assure que si tu cherches, tu vas trouver. Si tu dresses la liste entre les membres de ta famille, tes amis, tes enfants, tu vas trouver. Parfois, juste saisir un rapport, tes enfants savent le faire. Parfois, juste saisir une facture, tes enfants savent le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours, d'accord, une grosse équipe ou bien d'aller toujours chercher à salarier quelqu'un. Je ne dis pas que salarier quelqu'un, c'est mauvais, ok? Mais je suis juste en train de dire que parfois, tu as de la main-d'œuvre. C'est juste que comme tu ne sais pas organiser, derrière, tu ne sais pas superviser. J'ai beaucoup de mamans ici, vos enfants sont très bons sur les outils digitaux. C'est un challenge pour vous, mais vous ne savez pas mettre le travail, ces enfants à contribution dans vos activités. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise organisation. Si tu me commences ta semaine en disant que, ok, je vais faire comme 5 postes, et que ces 5 postes-là, tu sais exactement ce que tu veux, cet enfant-là mettra 10 minutes pour te faire ces 5 postes. Mais s'il arrive, maman, comment je peux t'aider? Bon, cette semaine, si je ne sais même pas ce que je veux faire, bon, sur ma page, je ne sais pas trop de quoi est-ce que je vais parler, il va pas deviner, il va tourner en rond et puis il va te laisser, il va partir. Cet enfant va tourner en rond, il va te laisser et il va partir. Mais si quand il vient, tu lui dis non, j'ai besoin d'un post, ok, pour vendre tel produit, qui montre comment utiliser tel produit, j'ai besoin d'un post qui décrit tel autre produit, j'ai besoin d'un post qui décrit telle recette avec voici les ingrédients, je t'assure que cet enfant-là, en même pas un quart d'heure, il aura solutionné ton problème. Mais dans la plupart des cas, quand ils viennent, maman, qu'est-ce que je peux faire? Toi-même, tu es tellement entremêlé qu'il ne sait pas où tu vas. Tu montres à cet enfant, tu lui dis, le mois prochain, je suis en train de vouloir organiser, par exemple, un challenge. Ok, pour ce challenge-ci, on va parler de tel sujet. Je veux 5 flyers, d'accord, qui parlent de ça, ça, ça. Tu lui donnes un mois pour le faire. Cet enfant va t'aider. Cet enfant va t'aider. Mais le problème, c'est que souvent, c'est le matin que tu te lèves, tu décides que c'est l'après-midi que tu vas faire le challenge. Et puis toi, tu veux que lui, il te donne tu veux qu'il te donne le visuel à 10 heures. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Vous avez de la ressource à la maison. Utilisez-moi ces ressources-là. Parfois, je vois des mamans qui se plaignent. Non, tata Amélie, tu sais, pour les vidéos, c'est trop compliqué. Écoute-moi, ce n'est pas trop compliqué. Tu as de la ressource à la maison parfois pour t'aider à tourner les vidéos. Seulement si tu ne peux pas venir avec 10 thématiques, lui dire aujourd'hui, est-ce que tu peux m'aider à tourner les vidéos sur ces 10 thématiques? J'ai déjà préparé ces thèmes. J'ai déjà préparé ce que je veux dire. J'ai juste besoin que tu m'aides à cadrer, d'accord, avec la lumière et tout ça là. Ou bien que tu m'aides, tu sois là pour peut-être m'encourager. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu ne peux pas déléguer un travail que tu n'as pas défini à la base. La personne ne saura pas t'aider. Donc, c'est pour ça que si tu rates la planification et si tu rates l'organisation au niveau de la délégation, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne pourras pas déléguer efficacement. Mais je vous assure, je me suis rendu compte que la plupart des mamans que j'encadre ont des enfants qui sont des ressources qu'elles ne savent pas utiliser. L'enfant ne va pas deviner ce que tu veux faire. Si tu viens avec une feuille, tu lui dis, ok, d'ici 2 semaines, voici ce que je prévois faire. Est-ce que dans ton emploi de temps, tu peux me donner 1 heure, tu peux me donner 10 minutes? J'ai besoin que tu m'aides à écrire des textes. J'ai besoin que tu m'aides à écrire des contenus. J'ai besoin de 3 contenus. Je t'assure que si tu lui donnes 1 mois, vous travaillez ensemble méthodiquement, cet enfant t'aidera. Papa Richard dit vérité. Merci, Papa Richard. Cet enfant va t'aider. Mais parfois, vous tombez le matin et puis c'est à 15 heures que l'enfant doit avoir tout fait pour toi. Non, ça ne va pas marcher. Parfois, il essaie de comprendre, il ne comprend pas. Il est embrouillé, il te demande, mais maman, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu l'embrouilles même encore plus. À la fin, il t'abandonne. Parfois, vous avez des amis, d'accord, qui sont de très bonnes rédactrices. Vous passez des heures au téléphone avec elles. Mais vous n'allez pas lui dire, bah tiens, regarde, je suis en train de lancer un projet. Est-ce que tu peux m'aider à faire une plaquette pour ce projet-là? Juste même écrire peut-être les textes inspirants de ce que toi, peut-être, tu aimerais apprendre. Aide-moi. Le temps que vous passez à faire 2 heures de temps, tu es en train de lui demander, ça va chez toi? Ça va en haut? Ça va en bas? Ça va au milieu? Tout ce temps-là. Utilise ça. Mets cette ressource-là.
Tu vas lui demander si le paysage est vert, si le paysage est bleu. Vous allez discuter de tout et de rien. Vous allez même mettre les autres copines qui ne sont pas là-dedans. Mais attends, à la fin de la journée, cette conversation-là, c'est une conversation que tu peux utiliser comme une ressource. Si tu as une planification dans ta tête, si tu as une organisation dans ta tête. Donc, première des choses, tu vas planifier. Deuxième des choses, tu vas organiser. Ensuite, tu vas apprendre à déléguer. Tu vas apprendre à trouver de la ressource. Oui, parce que tu n'as pas 10 mains et 20 pieds. Et au début, le temps que tu apprennes à faire des tâches, tu as besoin d'aide. Je vous assure, nos bébés du 21e siècle, ils connaissent l'outil informatique plus que vous. Donc, au lieu de transpirer, vous devez apprendre la base. Mais au lieu de transpirer, comme je vois, vous abandonnez là. Regardez, encouragez-les à vous aider. Si vous savez les encourager, ils vont vous aider. Coucou maman bénie, comment vas-tu? Ils vont vous aider. Voilà, maman Carole, thank you. Vraiment. Ils vont vous aider, d'accord? Mes bébés du camp ado là, ils savent faire les visuels plus que les vieux qui ont déjà fait les sessions multipliées là. Ils savent. Ils savent. Si tu ne sais pas là, en été là, il y a le summer camp. Faut le laisser venir se former. Tu vas voir comment il va t'aider. Il va te monter des visuels. Ils sont des pros. Ils me font des dessins animés. Où est Kéral même ici? Des vrais dessins animés de pros. Jusqu'à moi, je regarde et dis, on peut bénir quelqu'un comme ça. Attendez, je vais vous poster ça. Je vais poster ça sur vous ici, là. Ils font le dessin animé de la, de la formatrice en train de leur donner cours. Non, franchement, ça, ce sont des champions même. Mes bébés là, ce sont des champions. Donc, regarde, bientôt, ils vont même vous donner des cours. Si vous jouez ici, allez m'utiliser cette ressource-là, je vous en prie. Mais comment tu vas déléguer, d'accord, quand tu n'as pas de planification? Comment tu vas déléguer quand tu n'as pas d'organisation? Ce n'est pas possible. Mais quand tout ça c'est organisé, c'est planifié, c'est organisé, je t'assure que la ressource que tu cherches va arriver. C'est parce que tu ne planifies pas, tu n'organises pas, que tu ne sais même pas qui peut t'aider à faire quoi. C'est parfois je vois une maman, elle me dit, oh tata Amélie, tu sais, je veux lancer une activité, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de dire, mais si toi-même tu ne sais pas quoi faire, la personne que tu veux qu'elle t'aide là, elle va venir faire quoi? Mais si tu me dis, ok, je vais lancer sur 5 jours, sur 5 jours je vais parler de ça, sur 5 jours je vais toucher tel aspect, sur 5 jours je vais faire ceci. Même la personne à qui tu parles là, elle va te dire, comment est-ce que je peux t'aider? Mais quand tu veux lui donner un truc vague, elle est perdue, elle ne sait pas ce que tu veux faire. Donc s'il te plaît, avant de déléguer, rassure-toi que tu as une clarté, rassure-toi que tu comprends ce que tu fais. Ce sera beaucoup plus facile pour la personne d'exécuter. Ok. Donc ensuite, il faut que vous appreniez, quand vous déléguez aussi, à avoir un système de contrôle. On ne délègue pas juste, ok, la personne a fait. Ça veut dire que tu dois dire à la personne, tu as telle date pour me faire ça. Après telle date, tu dois pouvoir vérifier, ok, est-ce que ça avance? Est-ce que tu as des difficultés? Comment est-ce que je peux t'aider? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ton travail qu'elle fait. Donc, la compétence numéro 4 que je veux voir avec toi, c'est justement, tu dois apprendre à superviser. Écoutez-moi, beaucoup ont des activités, mais ils ne savent pas superviser. Que tu sois seul, que tu aies des équipes, tu dois apprendre à superviser. Je t'en supplie. D'accord? Superviser n'est pas une tâche facile. Vous voyez au boulot, non? Quand tu supervises, c'est toi qui as le plus de mal de tête. Mais c'est aussi comme ça dans ton activité. Parce que si tu ne supervises rien dans ton activité, si tu ne supervises ni tes ventes, ni tes produits, ni rien du tout, à un moment donné, tu vas te retrouver complètement débordé. Tu dois pouvoir avoir des périodes de supervision. D'accord? Tu dois pouvoir superviser ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu dois pouvoir avoir un moment où tu as un recul par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas juste être dans la tête dans le guidon comme ça. Non, à un moment donné, tu dois lever la tête et te demander, ok, par rapport à cette activité-ci, j'avais prévu faire ça. Qu'est-ce qui est fait? Ça, c'est quand tu es seul. J'ai remis une tâche à une personne. Est-ce qu'elle est en train de bien faire? Ce n'est pas quand la personne a fini de faire la tâche. Elle a mal fait, que tu te réveilles. Tu dis, non, bon, c'est pas comme ça que vous voulez, hein. C'est plutôt d'une autre façon. Je vous dis, c'est parce que c'est les mêmes erreurs que moi-même, je suis passée par là pour apprendre. Parfois, tu donnes le travail à quelqu'un, tu te dis que la personne a compris. 2 semaines après, tu reviens, la personne a fait complètement autre chose. Si tu donnes le travail à quelqu'un pour 2 semaines, regarde, donne-lui un point au bout de 3 jours. C'est quand tu sens que la personne a eu certaines aptitudes que tu peux, ok, lui dire, bon, je peux regarder peut-être en moitié, je peux regarder. Les moments qui sont ici, qui m'aident, elles les savent, d'accord?
À un moment donné, je vais tout te dire, envoie-moi le fichier, je vais regarder ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir. Parce que si au final tu donnes à quelqu'un, c'est mal fait. Ça veut dire que tu n'as pas supervisé, donc tu vas recommencer à zéro. Tu viens de perdre doublement, d'accord? Parce que si tu l'avais fait même, tu aurais gagné plus en temps. Donc, tu dois apprendre à superviser. Même tes fournisseurs, écoute-moi, j'ai beaucoup de personnes ici qui passent des commandes chez des fournisseurs. J'ai passé la commande chez le fournisseur. Et puis quand je reçois le produit, c'est un mauvais produit. Maman, inclus-moi la supervision dans tes activités. Hmm? Le fournisseur là, quand il te dit qu'il va envoyer, dis-lui, envoie-moi une photo. Dis-lui, donne-moi le tracking. Tu es en train de superviser ton activité. La dame qui te dit, oui, je sais pas moi, souvent peut-être, je sais pas trop, elle te dit, viens chercher les feuilles. Demande-lui, est-ce que les feuilles sont de bonne qualité? N'arrive pas là-bas et puis tu dis, mais c'est de la feuille bleue, c'est la feuille verte. Envoie-moi une photo. Oui, parce que si tu ne sais pas superviser dans les petites choses là, ce n'est pas quand ça va grandir que tu vas apprendre à superviser. Non. Tu dois superviser ton activité. Moi, quand je délègue une activité, si quelqu'un me dit qu'il va me faire quelque chose, superviser, c'est deux choses. Ça veut dire que tu dois vérifier, déjà que la personne fait ce que tu veux, tu dois vérifier l'état d'avancement et tu dois vérifier que c'est bien fait. Parce que sinon, à la fin de la journée, tu vas recommencer à zéro. À la fin de la journée, tu vas recommencer le même travail, donc tu auras double peine et tu as perdu doublement le temps. Donc, si tu prends l'engagement de demander à quelqu'un de faire quelque chose, inclus la supervision. Si tu prends le temps de commander quelque chose, d'accord, même si c'est en Chine, même si c'est où, même si c'est en Afrique, whatever you want, prends le temps de superviser. Ça veut dire, demande à la personne, est-ce que c'est parti? Est-ce que je peux avoir une photo? C'est tes points de contrôle, d'accord? Quand la personne te dit, j'ai payé, ne suppose pas que la personne a payé. Envoie-moi une capture d'écran. Ça s'appelle de la supervision. Quelqu'un peut pas te dire qui t'a payé et puis tu devines juste qui t'a payé avec ton cerveau. Et puis demain, tu commences à chercher le paiement. Non, si elle te dit qu'elle t'a payé, elle doit te donner une preuve du paiement ou alors tu dois pouvoir, ok, peut-être voir si elle t'a payé par PayPal ou autre. Donc, apprends à faire de la supervision dans ton activité. D'accord? Apprends à faire du suivi dans ton activité. Surtout pour les 20-80, c'est extrêmement important. Le reste encore parfois, tu peux te dire, je suis trop débordée, ça ne me rapporte pas grand-chose. Mais si ton 20-80, si tu t'amuses, tu vas fermer ta boutique. Tu vas fermer ta boutique. Donc, une autre compétence que tu dois avoir, ok, c'est que tu dois apprendre à t'évaluer. Et ça, c'est vraiment pourquoi tu dois avoir des rendez-vous, écoute-moi, de clarté. Tu dois avoir des rendez-vous, c'est pas si tu as un mentor de mentorship, tu dois avoir des rendez-vous, j'appelle ça des rendez-vous diagnostiques, d'accord? Parce que quand toi, tu t'évalues toi-même, il y a des choses que tu trouves que, waouh, c'est très bien, j'ai réussi à faire. Mais quand quelqu'un prend et la personne n'a plus de recul que toi, tu as juste envie de pleurer parce que tu te dis, mais j'ai pas vu tout ça, d'accord? Et c'est vraiment tout l'intérêt. Il y a la première partie de l'évaluation, c'est ce que tu fais toi-même, tu t'auto-évalues. Ça, c'est toi. Maintenant, la deuxième partie, c'est ce que quelqu'un d'autre qui a un avis extérieur, d'accord, va te donner. Et ça, je t'assure que c'est capital. Je disais ça en début de live. S'il y a une clé avec laquelle tu dois sortir de ces 5 compétences, aujourd'hui, j'ai parlé des 5 compétences en tant qu'entrepreneur. Peut-être je reviendrai sur les 5 compétences pour la vente, pour vous parler, ok, de façon spécifique dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, je suis restée un peu sur les jeunes entrepreneurs. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Tu dois pouvoir appliquer cette clé. Sors de ce live avec cette clé, je t'en supplie. Sors de ce live avec cette clé où tu te dis que chaque année, chaque mois si tu peux, mais au minimum chaque année. Donc, ça veut dire avant que janvier ne commence, débrouille-toi, je t'en supplie. Allez rencontrer une personne et lui dire, voici ce que je veux faire cette année. Si c'est ta première année, voici ce que je veux faire cette année. S'il te plaît, donne-moi ton avis. Ou alors, si c'est peut-être ta deuxième, ta troisième année, prends le temps, d'accord, d'aller dire à la personne, voici ce que j'ai fait les autres années. Voici ce que je veux faire l'année qui arrive. Voici ce que j'ai prévu, d'accord, faire cette année. S'il te plaît, donne-moi un avis objectif. Pas un avis pour te faire plaisir, parce que le plaisir ne va pas ramener l'argent dans ton compte bancaire. Un avis objectif. Ça veut dire, donne-moi un avis qui va me permettre de corriger les choses. Vous savez, souvent quand les gens se plaignent que je ne vends pas, en fait, ce n'est pas la vente le problème. C'est qu'est-ce que tu as pensé, d'accord, en amont qui est souvent le problème. Parfois au niveau du produit même, le produit en lui-même parfois n'est pas souvent problématique. Parfois c'est
tout le avant, d'accord, qui doit être, c'est tout ce que tu dois faire, mettre en place pour, avant de présenter le produit qui est souvent problématique. Parce que tout cet aspect-là, en fait, on le met souvent à la poubelle et on se concentre. J'ai acheté un produit et comment je veux l'écouler. Non. Ok, qu'est-ce que j'ai organisé? Qu'est-ce que j'ai planifié? Quelle est l'organisation que j'ai mis en place? Quels sont les résultats que je veux? Qu'est-ce que je peux décider de déléguer pour m'alléger? Quels sont les systèmes de contrôle que j'ai pour vérifier que ce que je fais, je vais pouvoir, d'accord, maximiser et atteindre des résultats que je veux. Ça, parfois, tu as besoin. C'est ça que la Bible dit que c'est grâce à la multitude de conseillers qu'un projet réussit. Pourquoi? Parce que parfois, toi-même, tu es tellement dedans. Tu penses que tu fais tellement bien. Mais en réalité, tu es sur place. Ce que je te dis là, c'est très vrai. Maintenant, prends quelqu'un qui a assez de recul. D'accord? Ça veut dire qu'il va te dire de faire les choses de façon objective. Pas juste qu'il va te flatter. Ah oui, cette année, tu as quand même fait ça, c'est bien. Hein? Vraiment, c'est bien. C'est bien là. Si ça crée des frustrations en toi, il faut quitter dans les c'est bien là. Puis encore, quand quelqu'un n'entreprend même pas, il va toujours te dire que c'est bien ou c'est mauvais. Mais c'est pas que c'est un mauvais conseil. C'est que parfois, c'est quelqu'un qui ne saura pas prendre en compte tous les paramètres pour te dire, oh, je crois que tu vas recalibrer les choses comme ça. Je crois que si tu retires ça, ou bien je crois que si tu mets ça, ça va donner plus d'ampleur, ok, à ton produit, à ton année ou à tes résultats. Donc ça, c'est vraiment 5 compétences, s'il te plaît, de base. Ça n'a rien encore à voir, je sais, avec les compétences qu'on aime souvent entendre, marketer, vendre. Mais ce sont des compétences que si tu sais vendre et tu es désorganisé, tu vas te retrouver submergé. Si tu sais vendre, marketer, d'accord, et que tu n'as pas d'organisation, tu ne sauras pas faire les choses au bon moment. En fait, ça va marcher un temps, mais sur la durée, tu vas te rendre compte que c'est inefficace, c'est inefficient. Donc, ça, ce sont des basiques que tu dois mettre en place. Ça, ce sont des non négociables que tu dois mettre en place. D'accord? S'il te plaît. Surtout les 2 premières compétences. Si tu rates ça, le reste, en fait, ne sert à rien. Et beaucoup ici, on a des challenges en matière de planification. Là, c'est parce que mon tableau de match est un peu loin. J'allais vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être que je tournerai une vidéo en hors d'ici que je vais poster sur ma page pour vous montrer un peu. Moi, une année là, avant que mon année ne se clôture, je dois faire mon rapport d'activité personnel. Je dois faire le rapport d'activité de mon entreprise. Oui. Pourquoi? Mon rapport d'activité de l'année dernière, je vais aller le consulter. Parce que non seulement ça me permet de faire le bilan de l'année, mais ça me permet également de voir qu'est-ce que cette année je dois pouvoir mettre en place. Parce que je ne vais pas deviner mon année 2025. Je suis obligée de repartir de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et pour ça, je suis obligée de m'asseoir, d'accord, et de prendre le temps de détailler un certain nombre de critères sur lesquels je me suis appuyée pour travailler. Donc, ça sous-entend déjà qu'en amont, l'année dernière, j'avais déjà fait une organisation, j'avais déjà une planification et j'avais déjà une organisation. Et pour la petite histoire, écoute-moi, avant que ton année ne commence, tu feras mieux d'avoir planifié jusqu'en décembre 2025, avant que janvier 2025 ne se pointe. Bon, si tu as compris, tu as compris.